Chers amis, bonsoir. Vous êtes sur Paix et Guerre. Je suis très heureuse de vous retrouver pour un nouvel entretien géopolitiquement incorrect, exceptionnel. J'ai le grand plaisir d'accueillir Vladimir Fedorovski ce soir ici. Euh, Comment vous présenter? Paix et guerre, il ne faut pas inverser. Vous savez, je vais vous commencer par vous faire plaisir, parce que le décor, tout ce que j'aime. Tout ce que j'aime, évidemment. Vous regardez tout ça, c'est les choses, le piano, etc. Mais pour être franc, je suis absolument motivé de venir ici. Je vous ai raconté que pour vous, j'ai refusé d'autres offres motivées. Je vais vous dire, pour plusieurs raisons, évidemment, votre charme que tout le monde reconnaît, mais au-delà de ça, vous savez, moi je suis profondément francophile. Et dans cette filière francophile, moi j'étais très longtemps diplomate. Vous avez dit, dans la vérité, j'ai eu 3 vies. Mais j'allais en parler, absolument, mais je vous laisse faire. Je peux vous dire. Mais comme francophile et diplomate, je vous admire très sérieusement parlant, parce que vous ne roulez pour personne. Mais vous roulez pour la France éternelle. Et dans la filière de la France éternelle, il y a cette grande tradition de la diplomatie française, de l'analyse dans la réalité. En France, c'est une tradition, je l'appelle gallo-mitterrandien, c'est-à-dire en fait c'est Charles de Gaulle. Et après, j'ai eu le plaisir d'assister à ça avec ces années. Maison commune de Mitterrand, mon ami Jacques Chirac, il a parlé souvent de cette construction de l'Europe. C'est une chose, pour moi, c'est très profond. C'est nécessaire. Et ça, c'est la raison. Mais il y a une autre raison beaucoup plus profonde que vous imaginez. C'est au sous-titre de ce que vous faites. Je suis absolument passionné de Tolstoï. Et vous faites... Oui, j'essaie. J'ai voulu ne pas... Enfin voilà, c'est pour ça. Mais j'ai mis la paix en premier. Voilà, j'ai mis la paix en premier. Non, mais évidemment, paix et guerre, ça c'est une chose. C'est une chose. Vous comprenez, moi je suis, pour me présenter, moi j'ai de double origine. Mon père était un très grand Ukrainien. Et ma mère était une très grande Russe pour équilibrer, mais lui, il était un grand héros de la guerre. Aujourd'hui, je suis profondément bouleversé parce que il était, vous savez, c'est vraiment un très grand héros de la lutte contre les nazis, d'origine ukrainienne. Et aujourd'hui, il y a l'anniversaire de la libération d'Auschwitz. Et lui, il a libéré Auschwitz. C'est vrai, vous comprenez? Ça, c'est pour moi, c'est une chose, c'est une date sur laquelle qui a marqué le fait qu'il y avait les vétérans. Vous savez, je suis héritier de ça. Évidemment, je pense à ces anniversaires et puis à cette longue histoire que j'ai connue. Je les ai tous connus. Mais c'est formidable parce que vous êtes en train de faire la présentation à ma place, c'est merveilleux. Parce que moi, je voulais dire évidemment que votre père était un héros, effectivement, ukrainien. Ukrainien, oui. Je voulais dire que vous aviez eu plusieurs vies, peut-être plus que 3 d'ailleurs. 3 vies. Détrompez-vous. Vraiment, 3. Caroline, si on permettait, il faut être sérieux. J'ai eu une très longue vie, qui est une vie extraordinaire pour moi parce que, vous savez, au début, c'est le hasard que je voulais être toujours écrivain. D'ailleurs, je voulais écrire à Paris. Alors, je réalise mon rêve. 57e livre. 57e livre. Moi, je ne dis plus rien, en fait. Écoutez, on va laisser la caméra partir parce que finalement... 57e. Et je fais... Mais j'ai voulu écrire à Paris comme autrefois, à Hemingway, tout ça, c'était le rêve. Mais à l'époque, c'était un régime où il y avait le rideau de fer, etc. Et j'étais, pour voyager, je suis entré dans la filière qui formait les diplomates pour voyager. Mais dans les pays les plus oubliés. Et j'étais vraiment invraisemblable. J'étais envoyé au début à Nouakchott. Vous ne pouvez imaginer ce que c'est. C'est un pays de Saint-Exupéry. C'était, vous savez, c'est la confrontation de désert et de l'océan.
c'est Kandinsky, les paysages sont extraordinaires, vraiment extraordinaires. Bref, 4 ans là-bas. Et après, quelqu'un vient, j'étais à l'ambassade soviétique à l'époque, oublié, j'ai connu beaucoup de gens, les gens, aucun intérêt pour tout, il n'y avait pas d'intérêt géopolitique pour vous dire ça. Et donc, il y a quelqu'un qui vient, et ça c'est le coup de chance pour moi, le premier coup de chance. Je commence à traduire, c'était vice-ministre des Affaires étrangères, et à l'époque j'étais émotif. Et plus je gueule, plus il m'écoute. Plus je gueule. Je ne vous ai pas raconté ça. Non. Oh, ma chère, c'est la clé de ma carrière diplomatique qui était époustouflante quand même. Et plus je gueule, plus il m'écoute. Et après, il a dit, Vladimir, vous en avez marre, vous êtes 4 ans dans le désert, 3 rues goudronnées, les chèvres qui mangent les papiers. Je lui ai dit, non, ça va. Mais il a dit, je voudrais vous tester au Kremlin, parce que Brejnev, il perd l'oreille. Le tsar, le Brejnev, perd l'oreille. Et vous gueulez, et je pense qu'il va vous capter. Et Brejnev m'a adoré, puisqu'il ne pouvait pas entendre. Et j'ai touché, j'ai touché au tsar. Gromyko aussi. Évidemment. Oui. Mais attendez, j'ai connu tous les dirigeants arabes. D'ailleurs, le livre Staline est lié avec ça, je n'ai pas le temps de vous raconter, mais une fois, j'ai passé plusieurs nuits tête à tête avec Saddam Hussein qui préparait son coup d'État. Et il a passé, on lui a dit, allez, Bolchoï, je voudrais passer quelques nuits et je lui ai raconté les choses. Et j'étais bleu. À l'époque, j'étais très anti-stalinien. Et aujourd'hui, Staline est devenu un personnage absolument adoré en Russie. Mais et j'ai tapé beaucoup sur Staline. Et le contraste entre ce qu'on a raconté sur Gorbatchev et la bibliothèque de Staline, c'est 20 000 volumes annotés par Staline. C'était un dirigeant il était extrêmement absolument cultivé. Alors bref, Brejnev, il était très particulier. Les gens, d'ailleurs très grand amateur des dirigeants français, le dirigeant qu'il a préféré, puisque tous les deux étaient malades, c'était Pompidou. Et ça, c'était une grande tradition aussi. Brejnev, contrairement à ce qu'on raconte, vous savez, il me rappelle beaucoup Biden. Parce que Biden, il était gâteux, comme lui, vers la fin, mais je dois vous dire que le Brejnev, il se rendait compte qu'il est gâteux. C'est-à-dire, il n'était pas complètement. Et quand il est devenu vraiment malade, il m'a dit, qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux travailler pour moi? Et j'ai demandé un poste extraordinaire, je vais terminer avec ça, parce que j'ai eu un poste d'attaché culturel à l'époque, et là, Dali, tous les gens, tous les égéries, tous les gens, Aragon, évidemment, les choses extraordinaires que j'ai, Chagall, je n'ai pas le temps de vous raconter. Et après, un coup de bol, troisième coup de bol, je suis devenu, quand je suis rentré là-bas, j'étais chef de cabinet du ministre, directeur de cabinet au ministère des Affaires étrangères, et j'étais dans le complot de Gorbatchev avant l'heure. Et alors après, quand on a fait, pour vous dire, la perestroïka, ça j'étais motivé. Aujourd'hui, je suis très triste parce que ça n'a rien donné. Je suis presque, vous savez, je porte une responsabilité de ça quand même. Et bref, les choses comme ça, et ça, c'était les années. Ils m'ont renvoyé ici, et là, j'ai travaillé comme porte-parole de la perestroïka surtout. Mais franchement, mon métier, c'était, j'ai vendu la perestroïka en Occident. Et j'ai créé le mythe de Gorbatchev. C'était quand même en partie mon œuvre. Il était lui-même pas mal. Je me souviens, une fois, j'ai réuni la première sortie de Sakharov. J'ai fait sortir Sakharov. Et la première sortie, nous sommes avec lui. Jean Daniel, si vous vous souvenez, directeur de... Il dit à M. Sakharov, vous risquez beaucoup avec eux. Sakharov, il a dit, tout le monde risque, Gorbatchev risque, lui risque, etc. Question pour vous. Vous savez, monsieur, vous vendez du vent. J'ai dit, oui, monsieur le directeur, mais c'est le vent de la liberté.
Et ça, c'était Gorbatchev. On a pas mal. Couverture de match, s'il vous plaît. S'il vous plaît. J'arrête. Excusez-moi. Mais non, mais c'est super. C'est parce que vous m'avez fait avec ce décor, avec vos tableaux, avec les pianos. J'ai des amis, je suis passionné de piano. J'ai encore, parmi les choses que j'ai fait rentrer Nureyev, et j'ai un ami que je vous recommande. C'est un des plus grands pianistes de notre époque, qui est Mikhail Roudy. Mikhail Roudy, qui était, il a 22 ans, il s'est cassé ici, il a choisi la liberté, il a joué avec tous les grands. Et après, avec Gorbatchev, on l'a fait rentrer avec, je me souviens, Chancel, lui, grand échiquier. Et toute la Russie pleure. Mais oui. Et quand je regarde piano, je pense, j'espère bien qu'il va nous regarder, Mikhail, un des plus grands pianistes de notre époque et symbole de la liberté. De la liberté. J'arrête parce que si je parle... Alors, on est parti. Moi, bon, je ne sais pas comment je vais arriver à refaire le fil. Mais mais c'est merveilleux. Parce que j'aime bien. Vous savez, franchement, je suis vraiment motivé. Vous savez, quand ils ne vous comprennent pas toujours. Parfois, ils inventent. Le problème, là, ceux qui ne comprennent, je vous ai dit une fois qu'autrefois, il y avait Victor Hugo, il y avait les gens comme Flaubert, Zola. Maintenant, tout est sur l'Internet. Et vous êtes héritière de cette... Ce n'est pas un compliment. Je suis absolument sérieux. Je suis... Non. Caroline, je vous dis, ils ne se rendent pas compte. Parce que vivre dans le monde imaginaire, croire dans les mensonges. Vous savez, pendant la guerre froide, je vais vous dire, on a menti. La différence par rapport au mainstream aujourd'hui, qu'on ment et croit au mensonge. Et ça, c'est très grave. Et en soi, ça ne me gêne pas outre mesure. S'il n'y avait pas de cette période de tous les dangers, je suis persuadé qu'on vit le moment le plus dangereux de l'histoire de l'humanité. Et je tiens à vous dire que dans ce contexte-là, il faut être très pointu. Nous sommes au croisé, et ça, c'est pour ça qu'il faut donner les éléments. Franchement, avec mes livres, j'aurais pu éviter ça. Vous savez, je ne suis pas obligé de faire ce genre de livres. Mes livres, je raconte, mes livres qui marchent le plus. C'est des romans de Saint-Pétersbourg. Oui, vous comprenez l'évasion, 1 million d'exemplaires dans le monde. Sûr, dans le monde, les égéries, toutes ces choses-là. Mais bien sûr. Et vous savez, je suis motivé à le faire, pas pour nous. Nous avons si bien vécu. Je suis motivé maintenant, et c'est pour ça que vraiment, depuis longtemps, je vous suis, et je suis fier que vous faites ça en France, parce que vous donnez les éléments de réflexion. Dans la période où ne pas être pointu, être approximatif, c'est quelque chose de grave, puisqu'on est au bord du gouffre. Absolument. Et au bord du gouffre, et ça nourrit les utopies. Il faut être très... Autrement, vous comprenez, on aurait pu faire les choses. Vous savez, ce livre est lié avec ce désir. Je vais vous dire comment ça s'est passé. Moi, je suis... vous savez que je passe souvent, je ne vais pas leur faire la pub, je bats le record. Ils ont analysé pourquoi chez vous à la télévision. Moi, je pensais l'analyse, etc. Pas du tout. Ils ont engagé, vous imaginez bien, une entreprise. Parce que quand je viens, je fais un score, j'espère bien qu'on va faire chez vous aussi, un grand score. Et ils ont analysé, ils disent l'accent. L'accent, ils captent l'accent. Mais ce n'est pas pour ça que je fais. C'est le charme. Quand ils disent n'importe quoi, comme je suis diplomate, je suis presque gêné. Et je ne dis pas, vous dites, si vous regardez mes grands scores, je dis peut-être il faut nuancer. Ici, vous êtes en liberté. Non, évidemment, j'espère, mais il faut dire les choses telles que ça. Et quand j'ai dit, mais comment je peux passer le message? Et ce livre, au-delà de l'histoire, des choses, des révélations sur l'histoire, j'utilise dans la réalité, avec ce livre, soi-disant dialogue d'outre-tombe, Staline et Poutine, j'utilise
les personnages, surtout le personnage de Staline, vous allez voir, pour donner les clés de la situation actuelle. Pourquoi? Parce que Staline, il peut dire tout ce que je veux. Il peut dire, vous êtes à côté de la plaque, il dit à côté de la plaque, vous comprenez? Et Poutine, c'est une autre chose, parce que Poutine, c'est une longue enquête de ce qu'il dit dans le petit comité. On m'a dit, et j'ai mis ça dans ce livre. Je vous ai tout raconté. C'est un très bon livre, et franchement, j'engage nos auditeurs à le lire, parce que ce qu'on voit très bien à travers cette astuce de les faire dialoguer, de les faire se répondre, c'est qu'on voit quand même la permanence, l'écho, la résonance, la perspective aussi historique, la manière dont Poutine aussi pense et dit un certain nombre de choses, trouve un écho, en fait. Bien sûr, dans l'histoire et dans la manière dont c'est présenté sous sous votre plume, mais voilà, comme si c'était Staline. C'est une longue tradition. C'est un beau discours, c'est un beau dialogue. Comme on parle très ouvertement, je vais vous dire, c'est un livre qui marche vraiment beaucoup dans le monde et en France notamment, mais vous savez, je vais persister. Je vais vous faire une révélation. Qu'est-ce que vous allez faire? Parce que ça, c'est les étapes de la guerre, c'est l'avenir, c'est les choses... là où il y a les approximations, vous comprenez, les approximations de Poutine aussi, au début de la guerre. Après, là, vous savez, tout ce que vous connaissez, ils ont cette célèbre phrase que tout le monde répète, « Je vais mettre la Russie à genoux, à genoux, l'économie russe, à genoux !» 2 semaines plus tard, et Poutine était... On ne savait pas comment ça. Peut-être il a eu raison, ce pauvre. Et puis, après, rien du tout. Vous savez, il y a mes copains à une chaîne, j'ai calculé, ils ont dit que Poutine, il a 12 cancers. Oui, bien sûr. Il va mourir. Que Poutine, que les Russes, ils vont se révolter, que les complexes, qu'ils sont nuls. Vous savez, leur dada était à l'époque, les Russes, quand ils mettent les bottes, les chaussures, les pieds dans les chaussures, ils font bander les pieds. C'est une tradition depuis Pierre le Grand, ils ne savent pas ça. Parfois, le bandage, d'ailleurs, peut être en soie, quoi que ce soit. Et ils ont dit, mais les Russes, ils sont nuls, l'Ukraine, elle va gagner la guerre. Il va gagner la guerre, ce tournant. Chaque fois que je viens, ça me fait marrer. Ils me disent, vous venez, c'est le tournant. Calculez, encore une fois, tout est sur l'Internet. Sur l'Internet, vous comprenez tout ça? Non, mais c'est pathétique. C'est les choses. C'est pathétique. Et c'est dangereux. Pathétique et c'est dangereux. En soi, c'est marrant. Alors, vous savez, c'est le cirque en soi. J'adore le cirque. Mais je tiens à vous dire, vous savez, s'il y avait ce qui est en jeu, c'est le destin du monde. Exactement. Ce qui est en jeu, on n'est jamais si près comme maintenant. J'ai eu un ami, on peut dire quelqu'un qui était peut-être le plus grand diplomate américain, qui était George Kennan. Vous vous souvenez? C'est inventeur de containment, un ambassadeur. Staline, d'ailleurs, l'a foutu dehors de suite. Un très grand monsieur. Je l'ai eu plusieurs fois. Il est mort très long. Il a très bien vécu, plus de 100 ans. Et il a dit le fait qu'on n'a pas associé la Russie à l'époque post-communiste, c'est des erreurs vraiment fondamentales. Il a utilisé, vous savez, le terme qui m'est resté. Il a dit c'est la plus grande erreur occidentale depuis Jésus-Christ. Vous imaginez? Il a dit ça. Il a dit ça. Pourquoi? Parce qu'il y avait, comme il connaissait bien, comme moi j'ai connu, peut-être je vais vous donner quelques éléments sur ça, parce que, vous savez, on a pensé que, vous savez, l'Occident a gagné la guerre froide, c'est un mensonge. Vous savez, en réalité, c'est Gorbatchev qui a cessé de tuer, et après, quand ça se tue, et après, il y avait une réunification, ça, il faut que je dise quelques mots à propos de ça, parce que ça revient à ça. Et il a dit, c'est une chance historique. Il y avait une autre pensée que Jean-Paul II. Jean-Paul II, il a dit il faut saisir cette chance. Et au lieu de ça, on a fait toutes ces choses-là, toutes ces approximations qui sont qui nous tuent, qui me perturbent.
Oui, mais c'est-à-dire qu'on a raté, à mon avis, et ça c'est effectivement une erreur historique, on a raté l'occasion de faire de la très grande diplomatie et d'arriver à ramener cette Russie qui, à l'époque, on avait l'envie, il y avait cet élan. Évidemment. Il y avait cette envie, il y avait cet élan. Moi, je l'ai connu quand j'ai commencé à travailler, j'étais très jeune, donc c'était le début des années 90. Vous n'étiez pas encore colonel à l'époque? Non, pas encore. Pas encore. C'est venu après. C'est venu après. Non, j'aurais été vraiment beaucoup trop jeune pour être colonel, là, non. Non. Mais plein de généraux autour. Oui, bien sûr. Oui. Enfin, bon, ça m'a pris quand même quelques années. Enfin, bon, c'est une autre histoire. Mais en tout cas, on sentait cet appétit, et même au moment où Vladimir Poutine est arrivé, donc au tournant du siècle, c'était encore possible, peut-être cet arrimage. Ça, c'est possible, mais je vais vous dire, là-dedans, si vous me permettez, je vais vous faire une chose. Oui, l'erreur était, moi j'étais presque présent pour ça. L'erreur remonte, il y avait plusieurs dates. Dans la réalité, vous savez, pour vous dire la vérité, il y a une date, aujourd'hui avec Auschwitz, ça me revient. La date réelle de ça, là on était ensemble pendant vraiment la Deuxième Guerre mondiale. Quand vous comprenez, pour revenir à ça, ça me marque. Staline, à l'époque, il y a l'époque, ça remonte à ça. Hitler était à 6 km du Kremlin. 6 km du Kremlin. Et il lit, vous savez ce qu'il lit? Ivan le Terrible, le tsar. Et il souligne, je vais vous dire, révélation, le futur livre, ce sera Ivan le Terrible, Poutine, Trump, Poutine et Ivan le Terrible. Pourquoi? Parce que Hitler est à 6 km, Moscou est envahi, on dit, c'est la fin du monde. S'il part, Hitler est là. Et il lit Ivan le Terrible. Et quel message d'Ivan le Terrible? Il souligne une chose, ce que je vous dis pour vous dire, pour me comprendre. Ivan le Terrible, il a dit, la Russie est trop grande pour l'Occident. Et avec ses richesses, etc., ce sera toujours l'hostilité, surtout de la part des Anglais. Il a failli se marier d'ailleurs avec la reine d'Angleterre. Mon message du siècle, la Russie doit s'allier avec l'Asie. Oui. Avec l'Asie. Vous comprenez, ça c'est la première chose. La première chose. Et Staline, après, il ne quitte pas Moscou, et au lieu de parler, comme souvent ici, on parle camarades, il dit frères et sœurs, au nom de nos saints, au nom de Christ, nous allons gagner la guerre. Vous imaginez la phrase. Personne ne s'en souvient aujourd'hui. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape. Deuxième date qui me marque pour que vous compreniez mon analyse. Ça, c'est beaucoup plus grave et c'est à l'origine de la crise actuelle. Vous comprenez, à l'époque, je tiens à le saluer quand même, j'étais beaucoup en contact avec l'Élysée, avec Mitterrand, il y a Hubert Védrine, évidemment, et je passe le message de leur part, parce que détrompez-vous, Mitterrand, il a tout vu. Ah, mais Mitterrand, il a dit, réunification, il ne faut pas l'accélérer. Et je passe le message, etc. Et autour de ce message, ça a joué un rôle historique, ce message. Gorbatchev, il a réuni, c'était bien avant la chute du mur. Bien avant la chute du mur. Vous imaginez les choses. Je ne sais pas si vous connaissez le Kremlin, tout ça, c'est les choses comme ça, mais en Kremlin, il y a une sorte de chambre secrète. Nous parlons ici dans votre chambre secrète avec les boiseries, où on ne peut pas écouter. Et il y avait deux de mes amis qui ont été présents, qui m'ont raconté 10 minutes plus tard. À l'époque, j'étais lié avec le ministre des Affaires étrangères et surtout, le numéro 2 de Gorbatchev, c'est un extraordinaire personnage.
qui est une sorte d'illuminé qui voulait changer la face du monde, Yakovlev. Vous ne le connaissez pas, un énorme personnage. Vraiment, c'est lui qui a tête pensante de la perestroïka, d'un côté, et puis le KGB, l'armée, ministre de l'armée, et Gorbatchev comme arbitre. Ils discutent ce message de Mitterrand. Vous savez, c'est le KGB qui sort un autre message de Thatcher. Et Thatcher, elle a dit, pas de réunification. Surtout pas de réunification. Ils discutent 5 heures de discussion. Sur ces deux messages. Sur ces deux messages. Et Gorbatchev garde le silence. Mon ami Yakovlev et Shevardnadze m'ont raconté après, ils ont eu peur parce que c'est le destin du monde qui se joue. N'oubliez pas qu'il y avait 500 000 hommes qui ont été basés en Allemagne avec les armes nucléaires, c'est-à-dire ils n'étaient pas... Message aussi de la part des Allemands de l'Est, on arrête et ça se termine. D'autant plus que Thatcher et Mitterrand disent attendez, ne brusquez pas les choses. Et après, il y avait, ça c'est extraordinaire, ça je n'ai jamais raconté, je crois. Vous savez, Raïssa, qui était un grand personnage de cette période, elle détestait, c'est la femme de Gorbatchev, elle détestait que Gorbatchev soit en retard pour dire les dîners. Et lui, c'est un homme très strict. Il a dit, vous savez, on ne va pas faire ça, on va prendre la décision demain à 10h, maintenant je pars un dîner. Et mon ami Yakovlev, comprenant que le destin du monde est en jeu, il prend le téléphone de couleur ivoire, avec les sigles de l'Union soviétique sur le téléphone, et il dit à Raïssa, vous savez, on peut faire comme le KGB propose, comme Mitterrand propose, comme Thatcher propose, mais dans ce cas-là, c'est la fin de la perestroïka, de glasnost, des réformes. Nous serons, il rajoute un argument de valeur, nous serons chassés du pouvoir et vraisemblablement tués. Et après, il y avait une phrase historique. Raïssa, une femme de tête, elle a dit, on verra. Il vient, Gorbatchev, il enlève ses chaussures, il met les chaussons toujours. Pelmeni, que je vous recommande, les raviolis russes, sibériens, et et après, il mange au dessert, il le briefe, et Gorbatchev, il a pris la décision de ne pas le faire. Mais seulement, je vous raconte comment ça s'est passé, c'était 6 mois, la réunification était décidée par Gorbatchev, et il a décidé d'enlever 500 000 hommes, les têtes nucléaires, etc. Pour que ça se passe bien. Les gens, pour que ça se passe bien, on est d'accord. Que ça se passe bien, voilà. Pour faire la réunification. Voilà. Quand je reviens, j'en parle ici, les gens, il est complètement dingue. Qu'est-ce qu'il fait? Comment on fait? Il le fait parce qu'il voulait le nouveau monde. Associer la Russie avec l'Occident. Avec l'Occident. Et pas autrement. Et ça, c'était avec l'Europe. C'était un message de Pierre le Grand. C'est ce que je... Mais simplement, après, et ça, c'est la clé de ce qui se passait, d'où vient la crise. Après, il y avait, quelques jours plus tard, Shevardnadze, il me demande de l'accompagner avec... il y avait une rencontre... c'était pour être avec les Américains. On commence les discussions, mais surtout, la vraie discussion, c'était un peu plus tard. C'était après la chute du mur. C'était au mois de novembre. Et il me prend, j'étais présent. Il y avait un grand diplomate, un banquier à l'époque. Il s'appelait Baker, peut-être vous vous souvenez. James Baker. James Baker, c'était secrétaire d'État aux Américains. Oui, not an inch. Voilà. Not an inch further. Voilà. Not an inch J'étais présent, ma chère. J'étais présent quand il a dit ça. Et après, il y avait une rencontre, parce qu'après, on a fondé un premier parti démocratique, parce que j'ai oublié de dire quand même, on a fondé, j'étais cofondateur de premier parti, porte-parole des anti-putschistes, s'il vous plaît. Mais je vais vous dire, et on s'est rencontrés, il l'a confirmé plus tard. C'est-à-dire, 2 fois, j'ai entendu dans la bouche qu'on ne va pas étendre le temps. Pousser le temps, c'est-à-dire il y avait les engagements. Et on me dit souvent, ah, mais il n'a pas signé le papier. D'ailleurs, je me souviens, j'ai fait un télégramme qu'il faut signer le papier. Mais je vais vous dire, les grands trucs
du XXe siècle, les grands accords. Moi, j'ai participé avec Reagan, vous savez, et même pendant la Deuxième Guerre mondiale, les plus grands accords qui ont été la base après de la création de ce monde qu'on a connu, c'était les accords, justement, l'entente orale, les ententes orales, rien d'autre. Et ça remonte à ça. Et après, il y avait Eltsine, et après, il y avait n'importe quoi, juste l'image d'Eltsine. Parce que vous savez, ces gens-là qui nous racontent n'importe quoi dans le mainstream, ils sont inspirés par ça. Ils sont inspirés. On dit souvent qu'ils sont incompétents. Ce n'est pas seulement l'incompétence. Le terme devant le terrible, imbu d'eux-mêmes. Ils pensent qu'ils détiennent la vérité. Ça, bien sûr. Ils détiennent la vérité. Et vous comprenez, ça, c'est les choses. Au fait, le fait je suis absolument persuadé que vraiment, la crise a vraiment commencé à ce moment-là. Parce que vous dites que Poutine... Évidemment, Poutine, il était à l'époque pro-occidentale. Évidemment. Mais vous vous souvenez quand il fait... Je raconte souvent Poutine. J'adore le raconter, c'est quand même une bête bizarre. Vous savez comment il fait? Il fait, tous les matins, il fait 1h30 de natation. Après 15 minutes avec la copine, et après, jusqu'à... C'est un ordre des priorités comme un autre. Non, peut-être une demi-heure, j'espère pour lui. Oui, mais vous savez, et après, il travaille, je n'ose pas vous dire, il boit un truc absolument dégueulasse, mais très bon pour la santé, d'après, c'est le bouillon avec l'ail. Ah oui, il paraît que c'est très bon. Ah mais vous savez, c'est pas bon, je doute pas. Si, l'ail, c'est très bon pour les voies respiratoires. Et bref, le 11 septembre, par exemple, c'est une autre symbole, c'est les dates. Les dates, le 11 septembre, il fait sa bicyclette, il prend le téléphone de couleur ivoire, et ça s'appelle en réalité, c'est couleur d'ivoire, mais c'est le téléphone rouge. Il a eu à l'époque, et toujours les Russes, ils ont maintenant ce téléphone, toujours, parce qu'ils peuvent contacter à n'importe quelle heure de la journée le président américain en direct. Et lui, il dit, nous sommes avec vous le 11 septembre. Nous ouvrons les bases. Il a ouvert les bases, l'Afghanistan, tout ça, c'est les choses comme ça. Mais l'image de ça, c'est même pas ce téléphone rouge. L'image de ça, le meilleur agent secret, je vais vous dire qui. Le meilleur agent, c'est maintenant la télévision. Vous regardez, les gens qui nous écoutent, ils se souviennent de ça. Il y avait cette image terrible. C'est quand il y avait Clinton qui a osé nier que ces accords ont existé après, et complètement givré, quelqu'un que j'ai très bien connu, Eltsine. Vous vous souvenez de ça? Hilar. Et le mépris total de ça. Et après, il y avait ça. J'arrête avec mes souvenirs. Non, mais j'ai plein d'images qui me viennent pendant que vous parlez. Vous savez, les images, comme je ne cesse pas à leur dire, à nos amis, et je vais vous révéler, les meilleurs agents secrets de Poutine, je vais vous donner les noms en Occident. C'est Tolstoï, c'est Dostoïevski, et le plus grand, c'est Tchaïkovski. Quand en Italie, ils ont essayé, vous vous souvenez, interdire Dostoïevski, ils ont fait la popularité de Poutine. Je cite le chiffre de la CIA, 80%. Non, mais on est à un niveau, de toute façon, d'inculture, parce que chez nous, ça marche en revanche assez bien, les interdictions, les boycotts, etc. C'est ridicule. Non. Oui, mais c'est une je voyage plus que vous, je vous assure, Caroline. Vous savez, je vais vous dire, vous véhiculez trop et vous regardez trop l'écume du jour. Vous pensez que ça joue un rôle. La France n'accepte pas ça. Non, les Français n'acceptent pas ça. Non, mais quand je dis... C'est pour ça que je vends mes livres. Non, mais évidemment, on est d'accord. Je ne parle pas des Français. Je parle de ceux qui prétendent avoir une intelligence de la situation
qui prétendent avoir un avis, qui prétendent que les années 90 en Russie, c'était un véritable bonheur, n'est-ce pas, pour l'ensemble de la société russe, que Yeltsin, c'était vraiment ce qu'on faisait de mieux comme dirigeant, et qui donc, effectivement, comme vous dites, sont à la fois dans cette ignorance et cette arrogance, et cette façon de mener l'imposture, en fait, pour continuer à faire croire que cette vraie Russie, en fait, c'est celle qui est à terre. La vraie Russie qui doit exister, c'est celle qui est à terre. Et comme elle s'est redressée là, contre toute attente depuis 25 ans et encore plus là depuis quelques années, ça ne va pas du tout parce que c'est contre nos objectifs, nos idées, nos valeurs, n'est-ce pas, nos grands. Il ne faut pas confondre les valeurs et les voleurs. Voilà. Non, mais les voleurs, je tiens à vous dire. Je suis ironique. Mais pour aller dans votre sens, pour vous dire, vous savez, juste pour aller dans votre sens. Encore un souvenir. Vous savez, j'étais porte-parole des antiputschistes quand même. À l'époque, c'était le 91, etc. Et le matin, je me souviens, j'étais avec Eltsine. Eltsine, il appartenait aux gens que vous connaissez ici très bien. Il était très bon en opposition, il était absolument nul quand il était aux affaires. Et je dois vous dire, quand il était dans la campagne, bien sûr, et les choses comme ça. Et je me souviens quand on a bu avec lui, on pensait qu'on va nous arrêter. Je n'ose pas le dire. Ben, allez, je vais vous dire. On a bu 2 bouteilles de vodka, ma chère, chacun. Chacun? Chacun. Presque 2 bouteilles, je vous assure. On n'était pas, comme on était excités, complètement givrés, mais ça vient, tout ce qui s'est passé après, ça vient de cette phrase qu'il m'a prononcée après. Quand on a gagné, par hasard, vous savez, on a gagné. Oui, le putsch de Moscou, on a gagné. Si je vous raconte la vraie histoire de la fin du communisme, vous savez comment ça s'est passé? Allez, vous me donnez 5 minutes. On va jamais 5 minutes, 5 minutes. Parler de la guerre. 5 minutes, 5 minutes. Bon, 5 minutes. 5 minutes. Okay, d'accord. 5 minutes. 5 minutes. Il y a, non, mais je ne vais pas vous raconter parce que c'était presque. Ah, mais je vais vous dire. On devait être arrêtés, on a bu. Et après, il y avait une femme dans l'hôpital du Kremlin qui était allongée, et il allume sa télévision, et il voit les chars qui entrent, ça. Il prend le téléphone, toujours le couleur, vous savez, d'ivoire, toujours avec les sigles de l'Union soviétique. Il téléphone à son chauffeur. Il y a un Gilles, avec les vitres teintées, qui vient dans le... Il part en flèche au ministère de la Défense. C'est la femme du ministre de la Défense. Et après, j'ai fait une enquête sur ça, sur la vraie histoire de la fin du communisme. Elle entre, elle a une béquille, puisqu'elle a cassé. Il entre dans le bureau de son mari avec le béquille, il monte la béquille vers le ciel. Il a dit, vieux connard, si tu tires sur la foule, c'est terminé avec nous, entre nous. Et cette phrase, c'était la fin du communisme, parce que le monsieur, il adorait sa femme, il était un poète à ses heures, et il a dit, non, ma petite Tatiana, ne t'inquiète pas, on va pas tirer, et comme ça, le putsch était terminé, et finalement, c'est comme ça, le hasard de la fin du communisme. Et après, il y avait, quand vous citez aussi la clé de ça, ils ne comprennent pas la souffrance du peuple russe. 3% de la population, ils ont pris plus de 50% de richesse, 60% de richesse, dans le pays où il y avait presque 50% des gens qui frôlaient le seuil de pauvreté. C'est une chose, c'est une honte. Et quand il m'a dit le jour de la fin du communisme, Eltsine, il m'a dit, je vais les nommer milliardaires. C'est détestable ça. Vous savez, ça fait, vous ne pensez pas que c'est les anecdotes. Non, c'est un état d'esprit. C'est l'état d'esprit pour comprendre d'où vient Poutine. Poutine, moi j'ai pensé que c'est un... Vous savez, au début, vous vous souvenez que j'étais souvent critique. Encore une fois, pour vous rappeler, nous sommes souvent critiques, nous nous roulons pour personne. Absolument. Vous savez, j'ai fait un livre qui est d'ailleurs, à l'époque, les enflammait. J'ai fait un livre qui s'appelait « De Raspoutine à Poutine ». Ma conversation avec Solzhenitsyn, j'ai dit... C'est une marionnette. Il a dit, évidemment, Vladimir, c'est une marionnette. Mais simplement, Poutine,
il est devenu marionnettiste. Bien sûr. Moi, je le décris comme ça depuis des années. Marionnettiste. Bon, allons, la guerre. Non, la guerre. Parce que nous n'avons pas 3 heures devant nous. J'ai honte, ils vont nous glander peut-être. Vous reviendrez. C'est la vraie histoire. Vous reviendrez. C'est la vraie histoire. Mais absolument, mais c'est merveilleux, j'adore vous écouter. J'adore vous écouter. Vous êtes plus qu'un conteur. Bon, maintenant, là, au point où on en est. Oui. Sachant, vous et moi, et quand même un certain nombre de gens qui s'informent, qui réfléchissent, qui comprennent, qui ressentent, qui sont un peu moins abrutis et décervelés que beaucoup d'autres, qu'est-ce qu'on peut espérer maintenant? Avec le Poutine qu'on a maintenant, l'état de la situation, notamment militaire, actuelle, le Trump, le Donald, qui revient, avec quand même, moi, ce qui m'apparaît comme des prémices de négociation complètement irréalistes. Donc, soit on lui raconte n'importe quoi, et c'est pas improbable, soit il s'en sert pour se donner une position négociatoire amont, un peu dure, pour pouvoir après revenir vers ce qu'il veut, ou alors est-ce que tout ça, pour parler grossièrement ou familièrement, c'est du flan, et qu'en fait l'idée... c'est de poursuivre le conflit d'une manière ou d'une autre, c'est-à-dire finalement de faire semblant d'initier un dialogue repris avec la Russie sur des bases qui seront inacceptables pour la Russie, qui aboutiront donc à une sorte de niette, enfin une sorte de c'est pas possible sur ces bases, et cela justifierait en fait la reprise des choses, sachant que, évidemment, Trump a un agenda plus large, bien sûr vis-à-vis de la Chine, même si, à mon avis, il peut toujours rêver pour découpler Moscou et Pékin, mais aussi vis-à-vis du Moyen-Orient, avec un certain nombre de choses à faire, avec la reprise d'une relation. Je vous pose toutes mes questions en même temps, parce que comme après, je ne pourrai plus vous interrompre, je vous donne tout. Voilà. Et après, il y aura la relation... Caroline, vous êtes très pertinente, mais j'hésite vraiment de vous répondre. Ah. Mince. Vous savez, j'hésite à me répondre parce que j'ai aussi mes censeurs. Oui. J'ai mes censeurs et comme j'adore quelqu'un qui est un grand artiste, membre de l'Académie des Beaux-Arts, je viens de lui parler, c'est Guy Savoy. Oui. Et Guy Savoy, il m'a dit, Vladimir, je te demande une chose. Ne sois pas si franc. Ne sois pas si... Parce que quand tu dis, il faut passer un message d'espoir, il m'a dit, tu comprends? Et il m'a dit que je suis un peu trop lucide et trop... Je donne 13 éléments, les éléments. Oui. Je lui ai cité l'adage que vous connaissez, et nous sommes entendus que je vais faire à l'avenir, je vais suivre cet adage. C'est un ami, vous comprenez? Il m'a demandé une faveur. Il a dit, parce que la France, elle vit des choses très difficiles, l'Europe, elle dit les choses difficiles, et il faut donner... Nous sommes entendus, bref, je vais vous dire quelle est la décision que j'ai prise. Vous connaissez l'adage, le pessimisme de l'intelligence et l'optimisme de la volonté. Alors, vous choisissez par quoi je commence. On peut avoir les deux. Non, donc, attendez, parce que c'est deux exercices différents. Oui, c'est deux exercices différents. Alors, on va commencer par le pessimisme. Ça, on terminera bien. Par le pessimisme, c'est très dangereux. C'est pas grave, parce que moi, je prétends que la lucidité, elle est salvatrice. C'est très dangereux. Il y a un danger. Il n'y a pas de base pour la négociation. Il n'y a pas de base pour la négociation. Ça va dans le sens de... Mais je vais dire après tout le contraire. Vous comprenez? C'est-à-dire, il y aura deux messages complètement contradictoires. Je vais vous dire pourquoi. Parce que vous connaissez, vous savez, ça suffit qu'on raconte n'importe quoi, parce que tout est vu dans l'espace. Il suffit de ça tous les jours. Vous savez, ça m'humilie. Quand je viens chez eux, ils me racontent n'importe quoi. Je dis, il faut nuancer, mais dans la réalité, tout le monde sait. 3 ou 4 éléments que vous connaissez mieux que moi. Vous savez, les Russes, là-bas, dans les régions, ils progressent d'une manière absolument significative. La situation des Ukrainiens est dramatique.
et dramatique dans les villes très... encore une fois, il y a il y a la ville que tout le monde appelle Pokrovsk. En réalité, les Russes ils l'appellent Krasnoarmeysk, c'est-à-dire Pokrovsk. Ils sont en train de progresser ça. Après cette ville, il y a la plaine. Et c'est tout droit vers une ville d'où vient mon père d'ailleurs. C'était Dnipro ou Dnipropetrovsk pour les Russes, etc. Ça, il faut comprendre ça. Vous comprenez? Ça, c'est les choses qui se passent là-bas sur le front, c'est les choses dramatiques. Les Ukrainiens, ils n'ont pas assez de... Tout le monde reconnaît aujourd'hui, ça c'est un consensus, qu'ils n'ont pas de personnel. Mais au-delà de ça, c'est la première chose. Deuxième chose qui concerne la région de Zaporozhye. Après le Zaporozhye, il y a, si on entre dans le détail, je suis désolé de vous citer les noms qui sont les miens, qui sont les miens. Vous savez, il y a une ville Krasny Liman, après Nikolaev, la région de Nikolaev, et après la question que vous posez avec beaucoup de pertinence, c'est Odessa. Vous savez, et plus Kharkov à côté. Ça, c'est dans la réalité. Et ça peut se passer, si vous me permettez, la rencontre, pourquoi je dis la rencontre, il progresse. Et il y a une chose que dans l'opinion publique russe, dans l'armée, les gens disent, voilà, attendez, on est en train de gagner. Ce qui se passe à Kursk, c'est les batailles les plus féroces. Les batailles les plus féroces, c'est à Kursk. Mais détrompez-vous. Leur dessein, c'était de prendre Kursk, de prendre cette ville très importante stratégiquement, Kurchatov, il s'appelait, où il y avait... Parce qu'il y a la centrale. Non, c'est pas mal la centrale. C'est une ville très importante sur le plan des armes nucléaires tactiques. Ça, le but des Ukrainiens, c'était ça. Mais ils n'ont pas réussi, c'est un échec, évidemment. Et maintenant, les Russes, ils attendent, parce que c'était la décision, d'ailleurs, les militaires ukrainiens, ils ont été très sceptiques envers ça. C'est la décision de Zelensky qui a poussé. Mais je vous prédis, on peut faire le bilan, disons dans 2 mois, ce sera, vous comprenez, la situation change sur le terrain. Ça, c'est le premier point qu'il faudra reconnaître ça. Deuxième chose, ça c'est... Oui. Une seconde. Oui. Donc ça veut dire, moi je suis tout à fait d'accord avec vous, ça veut dire que la situation évolue et que plus on attend pour faire une discussion sérieuse et crédible, plus on prend des risques. C'est-à-dire les objectifs militaires russes vont finir par être ceux que l'on prête à la Russie depuis le début de l'opération, qui n'étaient pas les siens. Attendez, si on a fait... Moi, pour moi, c'est une grande tragédie personnelle, vous devez comprendre. Non seulement parce que je suis à fois russe et ukrainien, mais parce que tout ce qu'on a fait pour construire le nouveau monde, comme avec Gorbatchev, c'est vraiment rien. Ça n'a rien donné. Et je dois vous dire que dans ce contexte, l'évolution, si vous vous souvenez, quand ce pauvre Premier ministre japonais, anglais a bloqué Boris Johnson, Boris Tchouprin, les Ukrainiens l'appellent, mais les Américains aussi, quand ils ont bloqué ça, ça aurait pu terminer autrement. Parce qu'à cette époque, vous savez, le début de cette guerre ne s'est pas passé comme prévu Poutine. Non, pas du tout. Il a fait des erreurs, il était prêt à accepter, il pensait qu'à court terme, il va faire court terme, et surtout que personne, ni vous, ni moi, ni Poutine, ni les Américains, ni Johnson ne pouvaient pas prévoir que 3... Vous savez quand la guerre a changé? La guerre a changé, je connais la date, 15 juin 22, quand le complexe militaire industriel est rené. Après, c'était plié. Même après, il y avait cette offensive, soi-disant, ukrainienne, qui est un grand échec une année plus tard, mais c'était déjà trop... c'était déjà... Les choses ont été pliées déjà, Moi, j'aurais dit que c'était en septembre, moi, au moment où...
l'état-major revoit ses structures. Ah, mais revoit ses structures. Au début de l'automne. Peut-être, mais ça, vous pensez sur le plan militaire, quand il a compris qu'il faut faire le nettoyage là-bas, etc. Mais je vais vous dire, le problème réel, c'est le problème de fonctionnement économique. Au fait, dans la réalité, le maire, il a eu raison. Si la Russie s'est écroulée, et à l'époque, personne ne pouvait prévoir ça. Parce que au fait, c'est l'héritage de Staline qui a commencé à travailler. Le complexe militaire industriel renaît. Je vais vous dire comment ça s'est passé. Il y avait quelqu'un qui a failli succéder à Brezhnev. Il s'appelait Yakov Ryabov. Il était ambassadeur ici après. Il était envoyé en exil. Je l'ai très bien connu. Et lui, il a conseillé de geler beaucoup vous savez, des usines de complexes militaires, ne pas les détruire, mais geler. Et cette décision a permis la renaissance du complexe militaire industriel 3 mois plus tard. C'est un truc étonnant. Et deuxième chose, que personne ne prévoyait l'influence de l'interdiction de Dostoïevski sur les choses comme ça. Je vais vous raconter, par hasard, j'étais à LCI avec, vous savez, avec le président, ancien président polonais. On discute et lui, il dit, mais il faut scinder la Russie en 7, et il faut scinder la Russie en 7, il dit, Valença, il s'appelle. Scinder la Russie en 7, et c'est texto, vous regardez, tout est sur l'internet. Il dit, Lech Walesa. Il dit, il faut diminuer la population, je le cite, population de la Russie de 100 millions. Ben voyons. Attendez, on fait ça comment? Moi j'ai dit, c'est un agent de Poutine. Mais je ne savais pas si bien dire. Vous savez, le lendemain, ils ont enlevé, ils n'ont pas trop me montré, ils ont enlevé mon visage, et ils ont pris que Valença, et ils ont montré pendant une semaine, la télé russe commençait par cette phrase et vous savez, je regardais, il y avait la montée en flèche de la popularité de Poutine, parce que les Russes, ils interdisent Dostoïevski, ils veulent détruire. Ça, personne ne pouvait à l'époque prévoir ça. Vous comprenez? Ça, c'est les choses qui sont posées. Et comme résultat, aujourd'hui, on a parlé du côté militaire, de ce qui se passe là-bas, qui est une situation vraiment dramatique pour les Ukrainiens. Vous savez, ils sont devant la situation. Blinken, au fait, dans la réalité, il a raison. Il a dit il faut aller il faut, ça nous manque les personnels. Il faut faire la mobilisation jusqu'à 18. Oui. Mais s'il le fait, il est mort. Je voudrais vous dire, je n'ose pas apprendre ça, parce qu'il faut lire. Encore une fois, je n'aime pas à leur donner tous les éléments, mais maintenant j'utilise que la CIA. Parce que la CIA, elle a une sorte de porte-parole que vous lisez tous les jours, évidemment, c'est Washington Post. Washington Post, elle publie toutes ces choses-là. Ouais. Vous savez combien de pourcents soutient cette idée de la mobilisation? 16% des Ukrainiens. 16% des Ukrainiens. Vous savez, il est le 3e. Pourquoi je suis si perturbé par rapport à les choses? Parce qu'il y a une logique. Pour Zelensky, aussi continuer la guerre, c'est une sorte de... Je le fais parallèle avec Vietnam autrefois, avec les gens de Vietnam du Sud, je parle, vers la fin de la guerre de Vietnam. Parce que pour eux, à l'époque, continuer la guerre, c'était une seule solution. Et pour Zelensky, continuer la guerre, parce que vous avez vu hier, encore une fois, la CIA donner les sondages. Encore une fois, la CIA. Ah non, dans les sondages, de loin Zaloujny. Après, il y avait, vous savez, le Zaloujny, c'est l'ancien chef d'état-major, mais qui est à Londres. Mais les Anglais sont peut-être en train de le travailler. Moi, je suis sûre depuis qu'il est parti Boudanov, de ça, vous savez, Boudanov, c'est le chef
de la, de la sécurité, du renseignement militaire, deuxième personnage le plus populaire, de loin plus populaire que Zelensky, de loin plus populaire que Zelensky. Et je dois vous dire que ces gens-là, ce n'est pas les enfants de cœur, détrompez-vous, c'est-à-dire les choses comme ça. Pourquoi il y a cet aspect? On dit souvent la corruption, ils veulent gagner de l'argent, etc. Mais au-delà de l'argent, vous savez, ils jouent leur destin. Détrompez-vous. Ils veulent continuer, mais c'est très difficile de continuer. Alors ça, c'est cet aspect antérieur ukrainien. Mais aspect antérieur russe, il ne faut pas sous-estimer. Parce que là, on viendra à des questions de Trump. Il y a... pourquoi je suis tellement perturbé par cette affaire d'Auschwitz? Et pourquoi je suis aussi perturbé? Parce que Trump, il a dit beaucoup de choses vraies pendant la campagne. Notamment, j'ai eu un soutien de sa part, parce que les gens ici, ils pensent que j'exagère quand je dis que c'est le moment le plus dangereux de l'histoire de l'humanité, qu'on est la veille de la guerre mondiale. Mais Trump, il a dit beaucoup de fois, on est la veille de la guerre mondiale, que la responsabilité, qu'il faut éviter ça, etc. Mais il y a quelques jours, Trump, il a fait des maladresses. On me dit, c'est pas grave, c'est juste son cirque, il fait du Trump. Mais vous comprenez, ça, il a beaucoup reproché l'approximation de l'analyse de Blinken. En fait, je vous dis encore, je discute oui, parce et il fait aujourd'hui, il raconte n'importe quoi. Il raconte n'importe quoi. Vous savez, avec les morts, il ne faut pas. Vous savez, Caroline, un conseil d'amis. Avec ces chiffres, on ne peut pas même les contester, puisque pendant la guerre, il y aura toujours des contestations. Bien sûr. Mais en revanche, il y a des choses incontestables. Il y a un ratio. Il y a un ratio dans les choses comme ça. Ouais, mais... Il a dit, par exemple, le truc pour lui, c'était un cirque. Et Poutine n'a pas réagi avec son côté ceinture noire. Quand il a la résiliation, il n'a pas réagi. Mais l'opinion publique russe a réagi. L'opinion publique russe, je connais, il était bouleversé quand il a dit « Nous avons gagné la guerre contre les nazis, les Russes nous ont aidés ». Et après, il a sorti le chiffre 60 millions. Les Russes, ils ont perdu 27. Mais pour les Russes, vous savez, c'est quelqu'un qui vit dans le monde, qui, comme les autres, ils disent « Qu'est-ce qu'est la réaction ?» Il a dit « Comme les autres, ils nous racontent n'importe quoi. Avec ce genre de personnage, on ne peut pas faire l'affaire. » On a Thatcher autrefois, c'est ça. Et vous savez, je crois bien que vous avez senti ça. Il y a un aspect, j'ai essayé de m'informer, parce que on me dit non, quand même, on lui donne des informations, la CIA, mais la CIA n'est pas pointueuse non plus. Il lui donne, vous comprenez, les chiffres sur les morts, les disproportions sur ça. Il y a le complexe militaire industriel, même les services secrets, encore une fois l'Allemagne, ils disent que les Russes ils produisent dans les 3,7 millions. 7 même, 7 plutôt, 3 fois plus que les Européens. Mais vous savez, les Russes, en petit comité, je ne voudrais pas les perturber, parce que si je dis le même chiffre, je ne voudrais pas. Disproportion de ça. Vous comprenez les choses? Il faut comprendre que aussi le terrain, et ça c'est notre côté, comme disait Gramsci, le pessimisme de l'intelligence. Utilisons deuxième volet de cette phrase. L'optimisme de la volonté. Alors, on y va. L'optimisme de la volonté, et c'est pour ça que, vous savez, quand je fais ça, je roule vraiment pour nos petits-enfants, pour votre fils qui joue le piano. Donc, on m'a dit. Vous savez, et Trump, il est conscient que le destin du monde est en jeu. Le destin du monde est en jeu, que la priorité est ailleurs. Que la priorité, c'est une illusion, mais quand même, mais qui sait? La priorité, c'est la Chine. La priorité, c'est le Proche-Orient. La priorité, et puis l'alternative, soyons très clairs. On est
soit on fait le modus vivendi avec les Russes, soit on va vers la guerre mondiale, et pas dans quelques temps. Dans le contexte où il y avait l'avantage, encore une fois, je ne voudrais pas perturber les gens, mais vous savez, les vrais chiffres, vous savez, sur les armes tactiques nucléaires, il y a 10 fois sur la supériorité en Europe sur les armes tactiques nucléaires sur les Russes. Oreshnik, ils ont rigolé, vous connaissez cette fusée. Très bien, j'ai fait une émission dessus. Oh, dommage que vous ne m'avez pas invité. Parce non, mais une mondoscopie où je parle toute seule. Je parle face à la caméra. Mais vous avez raison de faire ça, parce que ça change la donne. Tout d'abord, c'est indétectable. C'est une longue histoire. Je vais vous dire, vous savez quand ça a commencé Oreshnik? C'est 76 Oreshnik a commencé, les travaux dans ce sens-là. Je me souviens, je rentre avec, il y avait un plus grand militaire vraiment du XXe siècle, il s'appelait Ogarkov, personne ne connaît, chef d'état-major soviétique à l'époque, et Brezhnev m'a prêté pour lui puisqu'on a rencontré Kadhafi. On rentre dans l'avion privé, et je rentre et on était plusieurs, il a convoqué ses adjoints, j'étais à côté, ils boivent comme d'habitude un peu de cognac arménien, et je vous signale, et il a dit, vous savez, il était prémonitoire, il a dit, vous savez, nous connaissons la guerre. Kennedy connaissait la guerre. Il savait que dans cette guerre, il n'y aura pas de vainqueur, il cite Kennedy, ni vainqueur, ni vaincu. Oui, Kennedy l'a dit. Kennedy, il le cite, après un petit cognac, et après il a dit, mais les pauvres types qui vont arriver, ils ne connaissent pas la guerre. Ils vont connaître la guerre dans l'image, dans l'ordinateur. Ils n'ont pas peur de la guerre. Mais non, ils vont pas penser, alors, vous avez fait quelqu'un qui reçoivent 3 fois plus de retraite s'ils ont servi le temps que les généraux d'ici, vous connaissez mieux que moi, les chiffres, et tout est dans les chiffres. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut travailler sur les armes qui seront équivalents de la destruction. Équivalent de la destruction. Oui, c'est du non-nucléaire. Non-nucléaire avec les effets stratégiques nucléaires. Et vous savez, je vais vous dire pourquoi je vous parle ça, parce que je vais vous donner quand même l'information. Maintenant, dans 5 mois, tout sera plié. Parce qu'ils ont déjà lancé le programme. Et dans 5 mois, les Oreshnik, ils vont venir en masse. En masse, oui. Et ça change la donne sur le plan, parce que c'est... Mais finalement, encore une fois, on cite les CIA, mais on peut citer Zelensky. Zelensky dit que c'est indétectable. Zelensky, le président ukrainien, il le proclame. Il faut l'écouter quand même. Et ça, surtout lui. Surtout lui, évidemment. Et ça, c'est une chose qui, vous comprenez, là-dedans. Ce qui peut nous sauver pour aller dans le sens de l'optimisme, de la volonté, que malgré tout ça, encore une fois, j'ai regardé cette réponse avant-hier. Poutine, il a répondu. Qu'est-ce qu'il a dit? Je vais négocier. Je vais négocier. Il a fait plaisir quand même. Il n'a pas parlé comme moi de prix Nobel de la paix à tort, à mon sens, pour Trump, parce qu'il faut lancer ça. Trump, à l'arrivée, c'est le prix Nobel de la paix. Il n'a pas parlé, mais il a parlé du fait que s'il y avait Trump, s'il a utilisé le mot exquis, si la victoire ne lui a pas été volée, il a dit texto. Oui, il a dit oui. Texto. Oui. Dans ce cas-là, il va faire, dans ce cas-là, non, il aurait pu éviter. Oui, je crois que ce qu'il a dit, c'est la victoire de 2020 lui a été volée. Si elle ne lui avait pas été volée, il n'y avait pas de guerre. Il n'y avait pas de guerre. Il n'y avait pas de guerre. C'est-à-dire, c'est une manière d'admettre que l'élection a été volée. L'élection est volée, mais évidemment, ça fait plaisir à Trump. Mais je vous dis qu'il fait quand même, nous étions meilleurs sous Gorbatchev. J'aurais dit qu'il aurait son prix Nobel. Mais enfin, bref, ça dommage pour moi. Dommage pour moi. Mais vous savez, en même temps, il y a la réponse. C'est une réponse.
dans cette affaire, il a dit qu'il y a les intérêts communs. Moi, j'ai toujours pensé que pour aller dans ce sens, la négociation sera terriblement difficile. Vous savez, ce n'est pas l'intérêt de Zelensky. Et en plus, les Européennes, aussi, vous connaissez, oui, ils vont compliquer les choses. Les Européens, Zelensky, il voudrait compliquer les choses. Mais pourquoi les Européens ne se rendent-ils pas compte que c'est une occasion historique de remettre en place une forme de sécurité européenne? Il n'y a plus de sécurité européenne, là. C'est nécessaire. Plus royaliste que le roi. C'est nécessaire, mais dans ce cas-là, vous savez, il faut entrer dans votre raisonnement, dans le raisonnement de la grande tradition de la diplomatie française, je vous dis, gaulo-mitterrandien, et ça, c'est une chose qui était continuée. Vous savez, je vais vous dire, moi, j'étais lié avec Chirac, on a eu des rapports très profonds, et les gens ne savent pas jusqu'à quel point lui, il était motivé par ça. Il était très motivé par ça. Il a dit, si l'Europe veut être vraiment indépendante, et tôt ou tard, il faudra être pas contre les États-Unis, avec les États-Unis. Mais Trump, il suggère aux Européennes, et de toute manière, il n'y a pas de choix. Vous savez, il faut payer. Maintenant, il va refiler le bébé. Oui, le bébé. Mais ce n'est pas de l'indépendance. Non. C'est de la dépendance. Il veut qu'on dépense beaucoup plus d'argent encore en armes américaines. Il dépense l'argent et on achète les armes. Voilà, et qu'on prenne le bébé, et aussi d'ailleurs qu'on paye la reconstruction de l'Ukraine, by the way. Parce que ça, à mon avis, c'est quelque chose qui va finir par arriver. C'est l'Europe qui va payer. C'est pas l'Amérique. Ça va arriver, mais avec mes origines ukrainiennes, moi, je ne suis pas du tout contre la reconstruction. Il faut juste de l'argent. Je vais vous dire pourquoi il faut. Et d'ailleurs, je vais vous dire comment on peut. Comme il nous écoute, j'espère, parfois, vous savez, il négocie maintenant, vous avez remarqué qu'il négocie maintenant doublement. Il y a la négociation en sourdine, je ne vais pas vous raconter comment il négocie en sourdine, mais il négocie aussi d'une manière publique. Il négocie parce que, publiquement, et parfois on peut suggérer, moi je suis absolument vraiment certain que l'intérêt bien compris de l'Europe, c'est évidemment d'avoir une vraie vision dans l'Ukraine. Et dans cette vision, vous avez raison, la reconstruction peut jouer un rôle. Mais simplement, là, on affronte, vous savez, on a 4 solutions maintenant. Il y a une solution que la Russie vraiment progresse, comme on a dit. Mais dans ce cas-là, il faut dire que l'Occident, il va réagir d'une manière dure et on va virer vers la confrontation encore plus dure, sinon la guerre mondiale. Avec l'Odessa, vous avez raison, parce qu'autour de ça, ça va consacrer à ça. Deuxième solution, c'est une solution de Kellogg. C'est une solution à la coréenne, qu'on envoie 200 000 personnes qu'on n'en a pas, et qu'on essaye de faire la stabilisation. Les Russes ne vont jamais accepter, d'une part. Et puis, il n'y a aucune logique militaire, vous comprenez? Non. Ça, c'est l'Ukraine reconstruite, etc. En plus, Zelensky, il a dit, il ne veut pas. C'est-à-dire, il y a une solution disons, que l'Ukraine gagne, carrément la guerre, que Poutine meurt et que tout se passe. Parce qu'il y a beaucoup de gens mais quand Poutine il va mourir, quand ils vont l'empoisonner. J'ai un ami qui est un un grand écrivain américain. Il a dit il veut tuer d'une part Trump et il veut tuer aussi Poutine. Il a dit je suis vieux, je peux me sacrifier. La haine de ça. Mais on peut dire ça, c'est une logique aussi. On peut dire simplement, je tiens à vous dire, je lui dis écoute, détrompe-toi parce que l'alternative à ça, c'est Staline. C'est pas Poutine. Vous allez, il y a quelqu'un qui m'a dit, vous savez, autrefois, je ne tiens pas, c'est Brejnev qui a dit, pour vous dire, arrive Reagan, il a dit, vous savez, on va regretter quand même Carter. On va regretter, parce que Poutine, détrompez-vous, il y a une sorte
Encore une fois, vous savez... Il est très diplomate, en fait. Il est très bizarre. Encore une fois, que j'ai que nos spectateurs, ils le comprennent. Moi, j'ai aucune complaisance envers lui. J'étais souvent critique. J'ai fait 6 livres. Je suis poutinologue le plus patenté de ça. Mais vous savez, patenté dans le monde. Mais je tiens à vous dire que, vous savez, ce n'est pas diplomatie. Ce qui nous sauve, c'est le fait qu'il a beaucoup de sang-froid. En fait, vous savez... Dans sa tête, judo, les arts martiaux, la distance. Par exemple, toute la Russie gueule, mais l'autre, elle n'importe quoi. Il a dit, nous sommes très fiers qu'il a cité le rôle de la Russie pendant la Deuxième Guerre. Qui osait de le dire? Oui, il prend le contre-pied. Il prend le truc, c'est-à-dire les choses comme ça. C'est-à-dire sans faire la réalité de ça. Il y a un aspect sur lequel je tiens à insister. Parce que dans la réponse de Poutine, il a dit que ce qui l'intéresse, et ça il a raison, parce que Trump, vous savez, avec son exubérance, il a dit, s'il n'accepte pas mon plan, dans ce cas-là, le pétrole, je vais taper, je vais interdire aux Indiens. Il est en train de le faire avec les Saoudiens, néanmoins. Avec les Saoudiens, mais depuis, les Saoudiens passent par le téléphone, depuis. Les Saoudiens, je ne pense pas qu'il va réussir. Ça, vous parlez avec un arabisant. Pas du tout, sur ce plan-là. Parce que vous savez, MBC, il a des grands projets pour les Saoudiens. Il a besoin de fric. Baisser les prix, vous savez, dans cette affaire, il y a une sorte de fatigue intellectuelle. Parce que dans la réalité, Trump, il fait du remake d'autrefois de Reagan. Parce que Reagan, il a parfaitement réussi de coincer Gorbatchev quand il a envoyé Bush père à l'époque, avec ses antécédents de la CIA, voir le roi de l'Arabie Saoudite, et ils ont baissé drastiquement les prix et la Russie a plongé. Tout d'abord, c'est une autre Russie déjà. D'autre part, il y a BRICS qui est bien là. Troisième fois, ils ont essayé, je vous parle de la face cachée, mais depuis quelques jours, ils ont essayé avec les Indiens. Les Indiens, on les a envoyés promener, parce que l'Inde, maintenant, la réussite économique indienne est liée avec le pétrole et le gaz russe. Et qu'est-ce qu'il fait, Poutine, dans ce contexte-là? Parce qu'il y a le contexte visible, il y a le contexte de mon téléphone de couleur ivoire, avec les sigles, pas de l'Union soviétique, etc. Il téléphone, il parle 1 heure presque avec Xi, et ils se sont entendus, Xi va se rendre dans cela. Il va se rendre pour fêter l'anniversaire. Le 9 mai. Le 9 mai, très important ça. Il y a une chose, d'ailleurs l'anniversaire c'est très important. D'après mes informations, il y a 2 solutions. Soit on fait avant le 9 mai, ce que je doute fort. Je pense qu'ils vont donner le temps pour progresser, pour changer la donne. Et quand ils ont l'intérêt, évidemment, ils ont l'intérêt, ils ont le vent en poupe. Et après le 9 mai, fort de la présence de Xi, je pense que l'affaire de Koursk sera pliée à ce moment-là, puisque vous savez, à Koursk, ils sont très ambigus. Ils ne poussent pas trop. Ils laissent venir. Venez. Mais comme ils ont fait à d'autres endroits, d'ailleurs en Ukraine. Beaucoup, mais à Koursk, ils le savent qu'il l'a fait, Zelensky, contre l'avis des militaires. Ils savent le chiffre que les Russes donnent, plus de 50 000, c'est quand même très significatif. Je vous dis encore, j'évite les chiffres cités, mais comme c'est un chiffre reconnu par la CIA et par tout le monde, alors c'est un vrai chiffre. Il faut qu'ils ont perdu énormément de choses. C'est-à-dire continuer, allez, venez. Vous savez, ça c'est du Poutine, etc. Et ça c'est une chose qui est assez significative quand même pour cette composition. Je voudrais bien, parce que vous savez, alternative à ça, alternative qu'il progresse, que la pression de l'armée sera là, qu'ils vont aller vers Odessa, qu'il y aura une hystérie dans le monde, que vous savez, et c'est vraiment la fin, dans ce cas-là, ça peut être les choses sur le plan intérieur dramatiques, parce qu'on n'a pas le temps, mais je suis ça, comme je parle ukrainien, je suis ça, les déclarations des gens qui ont commencé à taper directement sur Zelensky.
Pourquoi, vous savez, ils ne veulent pas que l'ancien président Porochenko parte à l'étranger? Écoutez les déclarations de cette femme avec les nattes, Timoshenko. Timoshenko. Son message, c'est il y a le mot la paix. La paix, vous imaginez, dans le contexte, le mot la paix c'est comme le mot la paix. C'était quelque chose qui n'était pas dans l'air du temps. Et maintenant, le mot la paix vient les choses. C'est presque aussi interdit que le sabotage de Nord Stream en Allemagne, parce qu'on ne peut pas parler. Là-bas, on ne peut pas parler. Les choses comme ça. Vous comprenez, les choses comme ça. Bref, il veut négocier. Et il y a, dans ces négociations, il y a les compositions. Il y a le fait que Trump, il a dit plusieurs fois publiquement qu'il est contre l'interdiction, vous savez, de l'aide, etc. Ça, c'est un peu bidon. Mais en revanche, il continue à dire qu'envoyer les fusées à longue portée contre les villes russes, c'est une bêtise. Et les envoyer, ça, c'est très important pour les Russes. Parce que la logique des Ukrainiens et en partie des Européennes, qu'on envoie les fusées de longue portée, d'ailleurs, c'est très dangereux parce qu'ils sont abattus. Ouais. Ils ont 50, ils ont abattu une vingtaine. Ça, c'est discrédit pour les choses comme ça. Mais au-delà de ça, la logique de Trump, que ça provoque, ça renforce dans la réalité Poutine. Ils disent que ça déstabilise, mais les Russes sont tellement révoltés qu'ils soutiennent. Maintenant, c'est toutes les choses comme ça. Ça, c'est la première chose. Et deuxième chose, vous savez, dans le narratif de ce qu'on raconte, on dit que Poutine, il veut envahir l'Europe, il veut envahir les Baltes, etc. Dans la réalité, Poutine, il ne veut pas du tout aller au-delà de ces structures de sécurité. Parce que, vous savez, les gens ne savent pas, mais Boudanov, le chef de sécurité militaire ukrainien, il est venu en avril là-bas, et vous savez, c'est un discours que je tiens vraiment de la première main des Américains. Il a dit que l'affaire est pliée, que c'est très difficile, ce sera très difficile sur le terrain, et qu'on doit changer la manière de faire. Il a parlé de réponse asymétrique, il a utilisé le mot asymétrique. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est le sabotage. Le sabotage, c'est la guerre des drones, que vous avez si bien raconté, c'est la guerre des drones. Et tout ça, c'est-à-dire, et Poutine, il est absolu. Et puis guérilla, il ne faut pas oublier qu'en Ukraine, il y a 15 réacteurs nucléaires qui sont non sécurisés. C'est-à-dire, Tchernobyl va vous paraître bientôt un rêve. Et ça, c'est une question qu'il faut. Poutine est conscient de ça, et je pense, dans la réalité, il veut obtenir l'accord. Pourquoi il parle tout le temps là-bas, en petit comité, que je raconte, il adore Vance, vous savez, le vice-président. Parce que Kellogg, ce représentant spécial, il dit, comme les Coréens. L'autre, il dit, comme les Autrichiens. C'est-à-dire, c'est un plan très cohérent. C'est public, il dit publiquement, il dit en petit comité, il va jouer un rôle. Et ça, c'est vers ça. Parce que le problème là-dedans, c'est que c'est une chose qui aurait pu servir à l'Ukraine. Vous savez, dans l'art, moi j'ai géré beaucoup de crises. Pour vous dire, contrairement à ce qu'on pense, pendant les négociations, il faut jouer gagnant-gagnant. Bien sûr. Il faut donner, vous connaissez bien ça. Sûr, connaissez. Oui, moi je suis d'accord avec ça, c'est logique, mais comme dans toutes les situations humaines, si on veut vraiment que quelque chose bouge. Bien sûr. Bien sûr. Il y a deux choses, il faut comprendre que l'alternative à ça, c'est la guerre mondiale, et pas dans quelques temps. Ça peut être très rapide, et ça ne sert à personne, ça surtout ça ne sert pas à Wall Street et à tout ça, toutes ces choses-là. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, que vous savez, moi, je suis très bouleversé, je vous dis, par cette crise-là, mais je n'ai jamais compris. Donc, pourquoi l'Ukraine neutre prospère dans le cadre de l'Union européenne comme perspective? Pourquoi c'est gênant pour les choses comme ça? Parce que l'Europe, elle peut participer à ça.
c'est vrai que Trump, elle peut refiler le bébé en Europe parce que c'est pas si facile que ça. L'Union européenne, c'est l'agriculteur français, etc. Mais si on veut construire quelque chose de cohérent, dans l'intérêt, en premier lieu, du peuple ukrainien, moi je suis absolument comme Ukrainien, je vous parle, il faut aller dans ce sens-là. Il y a des gens qui disent que non, ça c'est pas possible. J'ai un ami, Lelouch, il dit dans l'Asper, vous n'avez pas reçu, il est très bon d'ailleurs, Lelouch. Non, je ne l'ai pas reçu, je vais le recevoir. Vous savez, je vais vous dire, sa thèse que dans l'Asper... Il a beaucoup changé d'avis. Il a changé d'avis depuis les années 90, parce que moi je me souviens d'un autre... Non, mais je l'ai connu que trop. Mais qui ne change pas d'avis Et c'est très bien, il faut... Qui ne change pas d'avis. Vous savez, je vais vous dire une chose. Il est très pertinent sur ça. Absolument. Et il est presque, je ne voudrais pas le gêner, mais c'est l'analyse de beaucoup de gens de là-bas que dans l'aspect de l'Union européenne, il y a la dimension sécuritaire, et même sur le plan pharma, que c'est une filiation de l'OTAN. Mais je vais vous dire, il faut trouver... C'est ce qu'avait proposé Vladimir Poutine le 17 décembre 2021. Il a envoyé des documents, il a envoyé on l'a envoyé promener d'une voilà. manière stupide. C'est stupide. Voilà. Vous savez, je le connais que trop, Lavrov, il lui a dit, OK, mais on va discuter, mais il faut que ce soit pour les fusées, il faut qu'on s'entende. Et l'autre, il a dit, c'est pas votre affaire. C'est pas votre affaire. Non, mais la guerre était décidée. C'est une stupidité. C'est une stupidité parce que là, moi, je suis. Vous savez, vous savez, le dindon de la farce, c'est l'Europe. L'Allemagne a perdu l'industrie. Le truc, ce qu'on vous répétait, ça avec beaucoup de pertinence, des choses, tout, ça saute aux yeux. Mais BRICS. On a jeté la Russie dans les bras de la Chine et c'est irréversible, les choses comme ça. Et toutes ces choses-là, moi, vous savez, je vais vous dire, mais bref, il faut trouver dans notre logique de l'optimisme, de la volonté, il faut trouver quand même le créneau. Là où je suis formel, dans l'intérêt du peuple ukrainien, dans l'intérêt de la France, dans l'intérêt des États-Unis bien compris, et évidemment dans l'intérêt de la Russie, parce que vous savez, n'oubliez pas que la guerre, les Russes sont motivés, mais vous savez, il y a des centaines de millions de morts. Il faut arrêter. Quand il dit, pourquoi je dis, il sort des phrases, il dit qu'il faut arrêter tout de suite. Ouais. Et il a raison, je parle de Trump, il a raison sur ce plan-là. Et puis, ma longue expérience aussi, je me rappelle de mes conversations du début de Gorbatchev avec Mitterrand, il disait toujours, il faut faire comme si, vous comprenez? Il faut faire comme si c'est possible. C'est-à-dire, on va aller, je le salue, mon ami Guy Savoie, je le satisfais, je fais de l'optimisme, parce que l'alternative à ça, c'est terrible. Et en Europe, il y a l'évolution de l'opinion publique. Moi, je sens ça tous les jours. Je reviens de Nîmes. Vous savez, des dizaines de gens qui sont venus, mais il faut arrêter tout ça le plus rapidement possible. On a tellement... La majorité des gens en Ukraine, la majorité des gens en Russie pour les négociations. C'est-à-dire, mais il faut trouver les choses comme ça, là où il y a... Je ne vous cache pas que... Je vais vous dire, derrière ça, il y a une illusion de Trump quand même qu'il existe, parce qu'il pense qu'on peut découpler la Russie de la Chine. Oui, continue à penser ça. Oui, mais ça, c'est, comme disent les Russes, c'est trop tard pour boire le minéral. Alors on boit de la petite eau. De la petite eau. On peut boire un peu de la vodka. Mais quel monde! Vous savez, je vais vous dire, c'est quand même du pain béni pour nous. Oui, tout d'abord, on négocie en direct. On négocie comme on fait ce genre d'émission. On négocie aussi, et on ne sait pas comment ça tourne. Il y a les évolutions personnelles, il y a les drames shakespeariens, il y a les Macbeth. Vous savez, Nuland, je raconte, il y a cette dame qui a inventé tout. Nuland, je la compare avec Macbeth. Oui, c'est pas mal. Ouais. Macbeth, souvent, il y a Macbeth. Il y a le cirque de Trump. Et en même temps, il y a les gens qui réfléchissent sur ça. Mais en dernier lieu, vraiment, comme j'ai participé en des fossoyeurs quand même de la guerre froide, de tout mon cœur, arrêtez. Et surtout, pensez, pas à nous, on a bien vécu. Pensez à nos petits-enfants.
Ben, bien sûr, bien sûr. Bon, c'est un très beau mot de conclusion. Je ne vais pas vous relancer sur un autre thème. Ça nous donnera l'occasion. Dommage. Non, ça nous donnera l'occasion d'un autre entretien. Vous voulez que je vous fasse un jour Poutine? Eh ben, pourquoi pas. Vous savez, je vais vous dire. Moi, j'ai fait des enquêtes sur lui. Si je vous raconte Poutine, ça ne va pas me créer des amitiés par rapport, beaucoup d'amitiés par rapport, parce que je dois raconter les choses telles qu'elles sont. Mais j'ai fait tout d'abord ces livres, et puis j'ai fait des enquêtes sur lui, avec ces choses-là. Portrait de Poutine par Vladimir rien que quand vous savez, je vais vous dire, ce que je vais vous raconter comment il a changé la donne. Il était choisi comme marionnette, je termine avec ça. Vous vous souvenez, il y a cette table qui est entrée dans le design qui s'appelait table de Macron. Oui, oui, oui. Il a réuni tous ces gens-là qui l'ont élu comme une marionnette. Et j'ai interviewé, je vais vous raconter. Tous mis au prix, comme on dit. À la table. Et il dit, vous savez, je sais comment vous... Texto, je vous cite. Comment vous avez volé la Russie. Jamais dans l'histoire économique mondiale, on a eu ce genre de vol. Mais si vous essayez seulement d'entrer dans mon bureau, quand vous êtes entré dans le bureau d'Eltsine en ouvrant la porte avec le pied, et là c'est du Poutine pur, vous êtes des hommes morts. Il y avait un silence, et presque 30 minutes, 30 secondes, énorme, silence autour de la table, il a rajouté au sens figuré du terme. je vous fais un jour. Très bon, je vous fais un jour. Avec plaisir, mais vous reviendrez. C'est un grand plaisir pour nous et mon admiration pour votre pertinence, parce que je vous dis, vous êtes dans la tradition intellectuelle diplomatique française, mais aussi dans la tradition tout court, je vous dis, qui est une longue filière du 19e siècle. Je pense souvent à Victor Hugo, qui a gueulé comme vous, gueulé de temps à autre. Un ami de ma famille, Victor Hugo. Voilà. J'ai même des petits mots dédicacés. Génial, voilà, c'est pas par hasard que je vous compare. Bon, écoutez, mais merci infiniment, Vladimir Fedorovski, d'être venu, de vous être prêté à l'exercice, c'était merveilleux. J'invite tous nos auditeurs, évidemment, d'abord à lire ce livre et à partager cette vidéo, à la faire connaître, à faire tout ce qui est possible pour que... Il fallait oser. Tant de pertinence. Staline, Poutine, dialogue d'outre-tombe. Et, si Dieu le veut, au moment de la rencontre, je vais faire Trump, Poutine, Ivan le Terrible. Ça, on l'attend, celui-là. Mais il faut que la rencontre advienne. Je vous dis, à mon sens, fin mars, début avril. Ça va venir. Je pense que plutôt ça. Ou bien juste après, quand il va faire ce défilé avec le Chinois pour montrer toutes ses capacités diplomatiques. Très bien. Merci infiniment. Merci, Vladimir. Avec plaisir. À bientôt. Bonsoir à tous.